Bien. Eh bien, bonjour et merci d'être venu. Donc, on va attaquer ce 5e ou 6e cours d'analyse syntaxique selon qu'on compte le premier qui était une séance d'introduction et de rappel. Et on va revenir sur les automates canoniques descendants, puisque tous les groupes de TD ne sont pas tout à fait au même endroit à l'issue du TD de cette semaine. Donc, certains ont vu des choses sur les automates canoniques descendants, d'autres pas. Et ce sont des choses qui sont nécessaires pour comprendre la suite. Donc, on va revenir un peu dessus et ensuite, on attaquera une méthode d'analyse qui s'appelle la méthode LL1, qui s'appuie sur ces automates canoniques descendants. Donc, revenons à ces automates canoniques descendants. Un automate canonique descendant est un automate qui est construit à partir d'une grammaire. Donc, on se donne une grammaire hors contexte et l'automate est construit de la manière que j'ai formalisée ici. Je ne vais pas la regarder en détail, on va voir ça sur un exemple. L'idée qu'il y a derrière cet automate, c'est qu'on part d'une grammaire et qu'on construit un automate qui va reconnaître exactement le même langage. Et pour ça, on travaille avec un automate qui a un et un seul état, qui est initial. On travaille avec le langage défini sur cet automate avec critères de pile vide. Donc, l'objectif de l'automate, c'est de vider sa pile. La configuration initiale de l'automate, c'est une configuration où le mot que l'on veut reconnaître est dans la bande de lecture, est en sommet de pile, vous avez le symbole S qui est la source de la grammaire. Et vous avez deux paquets de transitions qui toutes démarrent et terminent à l'état 0, puisque c'est le seul et unique état de cet automate. Et le premier ensemble de transitions, c'est un ensemble de transitions qu'on appelle les prédictions. Ces prédictions, en fait, elles sont données par les règles de la grammaire. Si vous prenez la première règle de grammaire que j'entoure ici, E se réécrit en E plus T. Elle permet de construire la relation, la transition de prédiction qui dit « je ne lis rien, je m'applique s'il y a un E en sommet de pile, et donc je le dépile, et je le transforme en E plus T. » Donc vous voyez que c'est plutôt facile de fabriquer cet automate-là, puisque vous allez rajouter une transition de prédiction par règle de grammaire disponible dans la grammaire. Et les transitions de prédiction sont toutes les mêmes. Vous ne lisez rien, donc c'est epsilon qui est utilisé dans la partie lecture. Vous prenez la partie gauche de la règle, et c'est ce que vous cherchez en sommet de pile, et vous transformez cette partie gauche en la partie droite de la règle que vous empilez. Ce qui fait que, en fait, tout se passe comme si en sommet de pile se trouvait, et c'est le principe de l'analyseur descendant, vous mettez en sommet de pile ce que vous voulez reconnaître.
Vous avez un mot et vous voulez reconnaître un E. Donc, vous posez l'hypothèse que E va se transformer dans la grammaire, dans le mot que vous voulez voir. Et l'idée qu'il y a là, c'est que vous allez prédire comment il va le faire. Vous allez prédire que pour un certain mot, ça va être E plus T qui va être utilisé. Donc, vous allez mettre en pile E, ce qui va dire une partie du mot est dominée par E, puis il y a un plus, puis il y a une autre partie du mot qui est dominée par T, et ça, c'est une prédiction. Et ensuite, vous allez continuer à faire d'autres prédictions. Et vous faites des prédictions sur le symbole qui est en sommet de pile. On verra une trace détaillée de cela. Dans les prédictions que vous allez faire, évidemment, vous n'allez pas avoir que des symboles non terminaux en sommet de pile, vous risquez d'avoir des symboles terminaux en sommet de pile. Donc, quand vous avez un symbole terminal en sommet de pile, vous ne pouvez rien prédire. Aucune règle ne peut réécrire un terminal. Par contre, vous pouvez vérifier que votre prédiction est bonne. Et pour vérifier que votre prédiction est bonne, vous allez utiliser les règles qui sont ici, que l'on appelle les règles de lecture. Et ces règles-là, elles disent, eh bien, si j'ai prédit un A en sommet de pile et que j'ai un A en début du mot, c'est que j'ai bien prédit, je peux avancer. Donc, j'avance dans la lecture du mot et j'enlève le A que j'ai prédit en sommet de pile. Pareil pour tous les terminaux possibles dans cette grammaire. Donc, vous avez deux parties. Une partie prédiction où vous avez une transition par règle de grammaire et une partie lecture où vous avez une transition par symbole terminal du langage étudié. Okay? Donc, il est plutôt facile à construire cet automate-là. On va voir comment il fonctionne. La configuration initiale, c'est que vous êtes dans l'état Q0. On peut l'oublier, l'état, la plupart du temps. On ne le mettra même pas dans une trace, puisqu'il n'y en a qu'un seul. On a l'entrée, donc là, j'ai fait une trace pour le mot A plus B étoile A. Donc, l'entrée, c'est A plus B étoile A. Et la configuration initiale de la pile, c'est que la source de la grammaire se situe dans la pile et c'est le seul symbole, c'est le symbole initial. Donc, vous avez E dans la pile. La première chose que vous allez faire, c'est prédire quelle est la règle de grammaire qui s'applique. Quelle est la règle de grammaire qui va s'appliquer pour... Qu'est-ce qu'il faut prédire pour pouvoir produire le mot A plus B étoile A? Dans cet exemple-là, il n'est pas forcément évident de prédire. On a deux transitions qui sont possibles. La première transition, c'est une transition E se transforme en E plus T. Et la deuxième transition, c'est la transition E se transforme en T. Les autres transitions sont impossibles à prendre. Elles sont impossibles à prendre parce qu'elles attendent en pile un symbole qui n'y est pas. C'est un E que vous avez en sommet de pile, elles attendent un T ou un F. Donc ces transitions-là ne peuvent pas s'appliquer. Les transitions de lecture ne peuvent pas s'appliquer non plus, puisque vous avez un nom terminal E et pas un A, ni un B, ni un plus, ni une étoile en sommet de pile. Donc aucune de ces transitions ne peut s'appliquer. Les deux seules qui puissent s'appliquer, c'est la première et la deuxième. Donc, laquelle on devrait prendre pour ce mot-là, à votre avis? Prenons la première. Ça nous amène à la configuration qui est la suivante.
j'ai enlevé le E qui était en sommet de pile et je l'ai remplacé par E plus T. OK? Et j'ai fait une prédiction que c'était la règle 1 qui s'appliquait. À l'étape suivante, j'ai toujours un E au sommet de la pile. Et là, je fais une prédiction qui est que c'est la règle 2 qui s'applique. Donc, j'ai transformé le E en T. Le E qui était en sommet de pile, je l'ai transformé en T. Et je continue ainsi. Le T, je fais la prédiction qu'il s'agit de la transition correspondant à la règle numéro 4. T se réécrit en F. Donc, le T se transforme en un F. Puis, je fais la prédiction que F se transforme en A. D'ailleurs, c'est un peu idiot, le mot n'est pas dans le langage à cause du B. Quand on va trop vite, ça donne ça. Donc, c'est la prédiction de la règle 5. C'est une erreur. C'est cette règle-là qui est prédite. Le F se traduit en A. Je me retrouve maintenant avec une configuration où j'ai en sommet de pile un A. J'ai en sommet de pile un A, pourquoi? Parce que j'ai fait ces prédictions-là. Si j'avais fait d'autres prédictions, peut-être que j'aurais eu une parenthèse ou autre chose en sommet de pile. Il se trouve que là, j'ai fait ces prédictions-là et j'ai A en sommet de pile. Ça tombe pas mal puisque j'ai A en sommet de pile et j'ai A au début du mot. Ce qui fait que la transition de lecture que l'on a ici peut s'appliquer. Et donc, on va passer cette transition-là et obtenir l'état, enfin la configuration suivante. Je n'ai plus le A au début du mot, je n'ai plus le A au sommet de pile. Il me reste à analyser plus B étoile A et il me reste à reconnaître plus grand T. Donc, ma prédiction, c'est que le mot qui est en cours d'analyse commence par un plus, puis il est produit par quelque chose qui est un T. À partir de T, il va être produit dans la grammaire. Ça, c'est l'interprétation que j'ai de ma pile. Je continue mon chemin dans l'automate. J'ai maintenant la possibilité de passer la transition qui lie un plus, puisque j'ai un plus en sommet de pile et un plus au début du mot. Ça me permet de faire une deuxième lecture et d'obtenir B étoile A. Donc, j'ai eu une 4. Je travaille avec une grammaire qui est un tout petit peu différente. J'ai oublié une règle ici. J'ai F donne B qui se rajoute. Donc là, j'ai un sommet de pile, un T, et j'ai le mot B étoile A. Je prédis, puisque j'ai deux transitions possibles, T donne T étoile F, ou T donne F. Là, je choisis de prédire qu'il s'agit de la première transition qui va me permettre de trouver, d'avancer dans mon chemin. Donc, je fais la prédiction de la règle 3, T donne T étoile F, ce qui me génère T étoile F en sommet de pile. J'ai une nouvelle prédiction à faire, toujours pour le symbole T. Cette fois-ci, je change d'avis. Je ne prédis plus qu'il s'agit d'un T étoile F, je prédis qu'il s'agit d'un T donne F. Donc, je prédis qu'il s'agit de la règle 4. T se réécrit en F. J'obtiens donc en pile F étoile F, et le mot que je veux analyser, c'est toujours B étoile A. J'ai toujours un symbole non terminal, donc c'est toujours une prédiction que je dois faire. C'est sur F, et cette fois-ci, c'est F se réécrit en B, qui va être la prédiction qui va fonctionner. «
Donc, cette prédiction-là, les numéros de règles ne sont pas tout à fait les bons, ce n'est pas grave. Puisque j'ai oublié cette règle-là dans la grammaire que j'ai notée ici. Donc, j'ai B étoile A comme mot à reconnaître, et mes prédictions m'ont mené à une configuration qui a B étoile F dans la pile. Là, deux lectures successives sont possibles, la lecture du B, puis la lecture de l'étoile. Donc, on les fait. Lecture du B m'amène à étoile A, étoile F. Et la lecture de l'étoile m'amène à l'état, à la configuration où j'ai un A à lire et un F à reconnaître. Là, je fais une prédiction puisque j'ai grand F au sommet de la pile. Et la prédiction que je vais faire, c'est que grand F serait écrit en A. J'obtiens donc A en sommet de pile avec A, le mot à reconnaître, et une lecture me permet de vider la pile. Donc, ce mot qui appartient à la grammaire au bémol près qu'il faut effectivement rajouter la règle F donne B que j'ai utilisée. Ce mot, il est effectivement reconnu par l'automate via ce chemin-là. Tout autre chemin aurait abouti à une impasse. Si, à la première étape, ici, j'avais décidé de faire la prédiction 2, qui est celle qui correspond à la règle E donne T, eh bien, j'aurais eu en sommet de pile un T, et il m'aurait été parfaitement impossible de faire des prédictions me permettant d'effacer la pile. Puisqu'à partir d'un T, je n'aurais pas pu générer quelque chose qui me permette d'avoir un plus en sommet de pile sans avoir préalablement ajouté des parenthèses. Donc, clairement, si je n'avais pas fait ces prédictions-là, je serais arrivé à une impasse. À toutes les étapes de prédiction, quasiment, j'avais possibilité de faire d'autres choix. Donc, ce qu'on peut voir de cette méthode-là, c'est qu'effectivement, si un mot appartient à la grammaire, effectivement, il va exister un chemin qui efface la pile. Ça ne dit rien sur la difficulté qu'il y a à trouver ce chemin. Le chemin peut être difficile à trouver parce que le chemin en question, il va croiser un certain nombre de prédictions et pour l'instant, on n'a aucun moyen de faire des prédictions de manière systématique. Donc la question, le problème de l'analyse, on a transformé le problème de l'analyse qui était est-ce que cette grammaire génère un mot, elle génère le mot, en est-ce que cet automate admet un chemin vidant la pile pour ce mot-là. Mais on n'a pas changé la difficulté du problème, puisque c'était difficile de répondre à la première question. Et là, la difficulté, c'est trouver le bon chemin. Un tas de chemins sont possibles. On peut explorer un tas de chemins. Il y en a un qui marchera. Donc, trouver le bon chemin est quelque chose qui est difficile et c'est là que va se cacher la difficulté. C'est bon, il n'y a pas de questions jusque-là? On va trouver forcément un seul chemin. Alors, il peut y avoir plusieurs chemins pour une grammaire dans l'automate descendant si il y a plusieurs arbres pour le mot. Si la grammaire est ambiguë, il y aura effectivement plusieurs chemins. D'accord? Donc, dans le cas d'une grammaire ambiguë, on ne pourra pas avoir une méthode nous permettant de trouver le bon chemin. Puisqu'il y en aura plusieurs. La reconstruction. Dans le cas d'une grammaire non ambiguë, on peut avoir l'espoir de trouver le bon chemin. Okay?
Donc déjà, on verra plus tard cela. Les grammaires ambiguës vont nous poser problème. Parce que plusieurs chemins existent et que du coup, on ne pourra pas couper dans les prédictions, puisqu'à un moment, forcément, il y aura deux prédictions possibles qui, toutes les deux, m'amèneront à une solution valable. Donc, je ne pourrai pas avoir une méthode qui n'aura aucune perplexité à aucun moment dans le chemin. De manière inhérente, une grammaire ambiguë ne me permettra pas de traverser l'automate sans me poser de questions. En sachant toujours quel chemin prendre. Même si je ne vous ai pas encore dit comment on allait savoir quel chemin prendre, l'objectif, c'est ça. Est-ce qu'on va être capable de trouver un moyen de toujours décider quelle est la bonne prédiction? Ça va être ça, finalement, notre problème. Et si on est capable de ça, on aura un algorithme qui marche et qui marche extrêmement vite. J'ai dit quelque chose. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'un mot, si on fait un certain nombre de prédictions et qu'il est reconnu par la grammaire, il va forcément me permettre de vider la pile. Alors ça, ce n'est pas forcément évident à voir. Mais regardons un petit peu cette trace. Et regardons un petit peu ce que me dit cette trace. Cette trace, elle me dit, tu avais un E au départ, ton problème, c'était, est-ce que W est un E? La première étape a consisté à dire, je fais la prédiction qu'il s'agit de la règle 1. On peut traduire cette prédiction-là de la manière suivante. Je fais l'hypothèse, en faisant cette prédiction, que l'arbre syntaxique du mot que je veux reconnaître commence par E, se réécrit en E plus T. Et en fait, à chaque prédiction, je rajoute un morceau à mon arbre. À la deuxième prédiction, j'ai ce E-là. Ce E-là, c'est lui. Et lui, je fais la prédiction qu'il s'agit d'un T. Donc ça, c'est la deuxième prédiction. La troisième prédiction, c'est le T qui est là, qui est en sommet de pile, et je fais la prédiction qu'il s'agit d'un F. Ma quatrième prédiction, c'est ce F-là qui est en sommet de pile, je fais la prédiction qu'il s'agit d'un A. Puis je lis. Le fait de lire fait que ce A et ce plus vont disparaître du mot à reconnaître. Et il me restera quoi? Le mot à reconnaître, c'est ce qu'il y a après le plus, et ma pile me dit, c'est un T que tu veux reconnaître. Donc, je suis en train de travailler sur ce T qui est là. Et là, je fais la prédiction qui est que ce T se réécrit en T étoile F. Puis, je fais la prédiction que ce T se réécrit en F, que ce F se réécrit en B. Puis, je fais la prédiction, je fais la lecture de ces deux éléments-là. Et enfin, je fais la prédiction que ce F se réduit en A, et je fais sa lecture. Si vous regardez bien l'arbre que je viens de dessiner, forcément, il s'agit d'un arbre syntaxique bien formé. C'est forcé pourquoi? Parce que toutes les prédictions sont basées chacune sur une règle de grammaire. Donc, chaque niveau dans l'arbre, chaque sous-arbre, ce sous-arbre-là par exemple, est effectivement un arbre de dérivation. Je ne pourrais effacer la pile que si je suis capable, successivement,
pendant que je suis en train de construire cet arbre, de lire tous les éléments du mot. Or, tous ces éléments du mot ne peuvent apparaître dans la pile que si j'ai prédit correctement. Donc, si j'ai prédit correctement, ce mot-là va forcément me permettre de vider la pile parce que l'automate canonique descendant va avoir une stratégie qui consiste à faire les prédictions et à produire l'arbre que j'ai dessiné dans l'ordre où je l'ai dessiné, en commençant du haut et en descendant sur la gauche. Je commence avec le E, qui est au sommet. On commence avec le E qui est au sommet, puis on va travailler sur le E qui est là, puis sur le T qui est là, puis sur le F qui est là, puis sur le T qui est là, puis sur le T qui est là, puis sur le F qui est là, puis sur celui-là. Donc si vous regardez bien, ça me permet d'obtenir, c'est un simple parcours de l'arbre, de haut en bas, c'est un parcours gauche. Je commence par les notes gauches et je descends en profondeur d'abord. C'est le principe de l'automate canonique descendant. Toute la difficulté, c'est la prédiction. Alors, si j'ai pu faire la prédiction du premier coup, c'est pourquoi? C'est parce que moi, en tant qu'être humain, j'avais en tête l'arbre. Et je me suis contenté de choisir le chemin qui me permettait d'obtenir cet arbre-là. Ce n'est pas un algorithme. Et surtout, ce n'est pas implémentable, puisque ça veut simplement dire que pour calculer l'arbre, il faut connaître le chemin. Pour connaître le chemin, il faut calculer l'arbre. Je n'ai rien résolu. Évidemment, en tant qu'être humain, je ne fonctionne pas comme un ordinateur, donc j'ai une intuition qui me permet de faire les bonnes prédictions. J'ai fait la première prédiction en voyant qu'il y avait un plus dans mon mot. Ce qui n'est pas forcément un critère facile à tester, puisqu'il peut y avoir un plus dans un mot, mais s'il y a des parenthèses autour de ce plus-là, ce n'est pas à cet endroit-là qu'il faudra faire cette prédiction-là. Donc, ce n'est pas simple pour un ordinateur de trouver le bon chemin. Et tout le travail qu'on va faire maintenant, c'est ça. Quelles sont les conditions dans lesquelles il m'est possible de trouver le bon chemin sans jamais explorer de mauvais chemins et en ayant un critère de décision simple à chaque étape. Et c'est tout l'enjeu d'une analyse syntaxique. Est-ce qu'on va être capable, pour certaines grammaires, de trouver un critère simple nous permettant de trouver notre chemin dans cet automate? Donc, je résume un petit peu ce que je viens de dire. Il est très simple de construire un automate appelé quand on a une grammaire, c'est même trivial. Ça ne règle absolument rien, puisque la difficulté de trouver l'algorithme d'analyse se traduit en la difficulté de trouver le chemin dans l'automate. Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir, d'avoir un oracle qui va prédire. Il nous faudrait, à chaque étape de prédiction, pouvoir faire appel à un joker, à un oracle, disant est-ce que tu es capable de me dire quelle prédiction faire maintenant? Donc, on passe un coup de fil à sa voyante en disant c'est quoi la bonne prédiction? Et puis elle nous dit bah, tu fais la règle 1, ok, je fais la règle 1. Ce serait bien si on avait une voyante sur l'ordinateur, mais on n'en a pas. Donc la question, ça va être comment je vais programmer un oracle? Programmer
quelqu'un qui me dira c'est telle prédiction qu'il faut faire et pas une autre. Et qui ne se trompera pas. Sur l'exemple des expressions, ça semble impossible. Pourquoi? A priori, si on veut avoir une méthode informatique qui va nous prédire correctement les choses, eh bien, on va avoir une méthode qui va vraisemblablement être déterministe. C'est-à-dire que pour les mêmes critères, elle va prendre les mêmes décisions. Si elle n'a pas de différence de critères, il n'y a pas de raison qu'elle réponde différemment quand je lui demande la première fois et quand je lui demande la deuxième fois. Or, regardez un petit peu ce qui se passe ici. Ici, on a ce E-là. Je demande à mon oracle, peux-tu me prédire la règle pour ce E-là? Donc, la question que je pose à mon oracle, c'est comment ce E se transforme. À la limite, je peux lui donner un contexte. Je vais lui dire, le mot que je cherche à reconnaître, c'est ça. OK? Donc, il me dit, c'est la prédiction 1. Regardez maintenant ce qui se passe à la deuxième ligne. Je veux transformer ce E-là. Donc, je vais dire à mon oracle, c'est un E que je veux. Et je vais éventuellement lui dire, voici le mot pour lequel je veux un E. Si vous regardez bien, la question est exactement la même. Comment se transforme ce E pour produire ce mot? Dans le premier cas, la bonne réponse, c'est la prédiction 1. Dans le deuxième cas, la bonne réponse, c'est la prédiction 2. Comment voulez-vous créer un programme qui sache répondre à cette question? C'est juste impossible dans ce cas-là. Pour quelle raison c'est impossible? Tout simplement parce qu'on a posé la même question 2 fois au même oracle. Et la raison pour laquelle on a posé la même question au même oracle, c'est que la règle de grammaire E donne E plus T est récursive. E se transforme en E plus T. J'ai donc une récurrence. Mais cette récurrence, elle est assez spéciale. Elle est à gauche. E se transforme en E plus T. Si vous écrivez un programme comme ça, F se réécrit en F fois 2, comment pouvez-vous avoir un programme qui fonctionne? Vous basez la définition de la fonction F sur la définition de la fonction F, ça c'est pas un problème, on est des informaticiens, on sait ce que c'est que la récursivité, sauf qu'il n'y a pas de paramètre qui décroît, c'est le même F, et il ne s'est rien passé entre l'appel du F englobant et l'appel du F interne, puisque ce F, c'est la première chose qu'il y a dans la procédure. Il n'y a donc absolument aucun moyen que ni un paramètre est décru, ni même que l'environnement ait changé. C'est une récursivité à gauche, c'est la garantie d'avoir une boucle infinie. Et là, c'est pareil, on a une récurrence à gauche, et tout ce qu'on peut faire, si on a un prédicteur, c'est prédire qu'il s'agit de la règle 1, et on va boucler infiniment comme ça. Ou alors, il va prédire qu'il s'agit de la règle 2, et il ne va jamais arriver à la solution. On ne peut pas programmer un prédicteur dans ces conditions-là. Donc, on verra ce qu'on peut faire pour régler ça. Bien. On en vient maintenant à essayer de trouver une méthode qui nous permette de prédire. On a vu qu'il y avait dans cette grammaire-là, qui avait les récursivités à gauche, un problème insoluble.
Mais imaginons qu'on n'ait pas de récursivité à gauche. Eh bien, peut-être qu'on va réussir à programmer une méthode permettant de dire « je te dis ce qu'il faut prédire », c'est un E. Je te dis le mot que tu dois reconnaître, c'est A plus B étoile A, et tu me dis quelle est la bonne règle à utiliser. Le principe de l'analyse LL1, c'est presque ça. C'est une version dégradée de cette idée-là. C'est une version où on va dire c'est un E que je veux prédire et je ne te donne, pour que tu fasses la prédiction, que le premier symbole du mot. Je te dis simplement qu'il commence par A. Je ne donne pas le mot en entier. Pourquoi? Parce que sinon, ça rend le prédicteur beaucoup trop difficile à construire. C'est-à-dire que la prédiction, si elle peut s'appuyer sur l'ensemble du mot, elle peut effectivement vouloir faire un traitement complet sur le mot pour pouvoir prédire. Qu'est-ce qui va me garantir que c'est plus facile que de faire l'analyse elle-même? L'objectif n'est pas de faire un prédicteur plus compliqué qu'une simple exploration de l'automate. Donc, on donnera en LL1 uniquement les ingrédients qui sont, étant donné le symbole en sommet de pile et le début du mot à analyser, peut-on prédire, calculons la bonne prédiction. C'est ça l'idée générale. Pour implémenter cette idée-là, on se dit on va construire une table sur grand N par grand T qui dit quelle règle prédire. Donc une table qui est sur les non-terminaux, croix les terminaux. Et grosso modo, on va vouloir une table qui va nous dire si j'ai A, B plus étoile, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et si j'ai un E, eh bien, est-ce que si j'ai A et B, je vais appliquer la règle 1? Si j'ai A, je vais avoir la règle 1. Si j'ai B, je vais avoir la règle 2. Si j'ai la parenthèse ouvrante, je vais avoir la règle 3. Enfin, on imagine qu'on met simplement la règle. Et si on est capable de produire une table comme ça, eh bien, la question sera, pour ce symbole-là, avec ce début-là, quelle est la règle à appliquer? Et il suffira de regarder ce qu'il y a dans la table. Et on saura quelle prédiction prendre. Donc, c'est ça le pari qu'on fait. Dans quelles conditions va-t-on être capable de construire une table comme ça qui nous permette de prédire? Cette construction, je l'ai qualifiée de statique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux pouvoir construire cette table simplement en regardant la grammaire et avant même de savoir quel est le mot à analyser. Je veux que cette table dépende uniquement de la grammaire. Alors, j'ai le droit de l'étudier, cette grammaire-là, mais je n'ai pas besoin de connaître le mot à analyser pour construire cette table. Elle dépend de la grammaire et uniquement de la grammaire. Un petit exemple pour un NBN. C'est l'exemple que j'avais utilisé la semaine passée en fin de séance. L'automate est extrêmement simple. La grammaire est très simple aussi. Il y a deux règles, S donne à SB ou S donne epsilon. Donc, deux prédictions possibles, deux lectures possibles sur A et B. À tout moment, j'ai qu'un seul symbole terminal, j'ai S à prédire, à transformer. Eh bien, je donne ici une table
où j'ai les non-terminaux sur chaque ligne et les terminaux sur chaque colonne. Et la table, elle est assez simple à calculer sur cette grammaire-là. Si vous regardez un petit peu comment fonctionne l'automate, c'est plutôt facile. Tant que vous avez un A, vous allez prédire qu'il s'agit d'un ASB. Dès que vous voyez un B, vous prédisez que le S est epsilon. OK? Eh bien, allons-y. Je ne sais plus si j'ai fait la trace. Non. On va faire la trace rapidement pour A2, B2. Pour A2, B2, on va avoir S en sommet de pile, A, B, B. Je vais commencer par dire, tiens, j'ai un S à prédire et j'ai un A en sommet de pile. Je fais la prédiction de la règle 1. Ça me donne ASB. Je lis le A, ça me donne SB. J'ai un S en sommet de pile et le mot qui me reste à lire commence par A. Donc, je vais dans la table, S, A, règle 1. Je recommence, A, S, B. Et je lis, j'obtiens SBB avec le mot bébé. Je me retrouve maintenant sur ce S-là avec un B en début de mot. La table magique me dit, tu utilises la règle 2. Ah ben, très bien, j'efface le S. J'obtiens bébé en sommet de pile et bébé comme mot à analyser. 2 lectures après, j'ai réussi. Avec une table comme ça, je n'ai plus aucune question à me poser. À chaque fois que j'ai plusieurs règles qui peuvent s'appliquer, je me tourne vers la table qui me dit laquelle utiliser. Vous avez vu la vitesse à laquelle j'ai pu répondre à la question? Est-ce que A, N, B, N appartient au langage? Je fais autant de prédictions de la règle 1 qu'il n'y a de A. Je fais une prédiction de la règle 2. Je fais une lecture entre chaque prédiction de la première règle et N lectures d'un coup à la fin. Je suis dans un temps, dans une complexité qui est simplement de l'ordre du nombre de nœuds qu'il y a dans l'arbre. En gros, c'est linéaire. On vient de passer, notre seul algorithme d'analyse jusqu'à maintenant, c'était Coq. Coq, N au cube. Si on a une table pour une grammaire, ça, c'est linéaire. C'est pas mal. Ça commence à être intéressant. La seule difficulté, ça va être, première difficulté, est-il possible de créer une table comme ça? Et si oui, toujours ou pas toujours? Et si ce n'est pas toujours, est-ce que c'est souvent ou presque jamais? Savoir si c'est utilisable. Donc, qu'est-ce que je sacrifie en posant l'hypothèse que la table peut être calculée? Puis après, il y a un problème qui est tout simple, qui est un problème algorithmique. Comment je calcule la table? Ce sont 2 problèmes différents. Et ça, c'est la méthode LL1. On dit qu'une grammaire est LL1 lorsqu'il est possible de construire cette table sans qu'il y ait de conflit. Un conflit, ce serait une cellule de la table où 2 règles sont possibles. Okay. On a parlé tout à l'heure des grammaires ambiguës. Nécessairement, dans une grammaire ambiguë, vous aurez dans une table LL, vous aurez
un conflit au moins. Pourquoi? Parce que vous aurez deux chemins possibles, ou à un endroit, vous aurez deux prédictions possibles. La table ne peut pas être sans conflit. Donc déjà, on sait une chose, c'est qu'une grammaire ambiguë ne sera pas LL1. La grammaire des expressions qu'on a vues ne sera pas LL1 non plus, puisque nécessairement, dans la table, pour cette grammaire-là, pour exactement les mêmes conditions, même symbole non terminal, même symbole terminal, il me fallait faire deux prédictions différentes. Donc forcément, si je calculais cette table, j'aurais un conflit. Une grammaire ayant une récurrence à gauche ne pourra pas être LL1. Et hélas, il y aura des grammaires qui n'auront aucune ambiguïté, aucune récurrence à gauche et qui ne seront pas LL1 non plus. Ce n'est pas la panacée, cette méthode, mais quand elle marche vite et bien. Donc allons-y. Comment ça fonctionne? Alors oui, petite chose, pourquoi on appelle ça la méthode LL1? Ça vous permet aussi de vous rappeler de l'algorithme. Le premier L signifie que l'on lit le mot de gauche à droite, from left to right, L pour left. Le second L signifie que l'on produit la dérivation gauche, the leftmost derivation. C'est-à-dire qu'on produit l'arbre de gauche à droite en descendant, en profondeur d'abord. Ça, c'est conforme au dessin que je vous ai fait avec l'analyseur descendant, avec l'automate descendant. Et le 1 signifie que l'on regarde un et un seul caractère en début de mot. On est capable de construire cette table uniquement pour un terminal. Il existe la méthode LL2, qui est exactement la même méthode, sauf que l'on peut se baser sur deux symboles au lieu d'un pour prendre une décision. Donc, dans certaines grammaires, en regardant deux symboles en avant, eh bien, on pourra supprimer les conflits et avoir une grammaire LL2. LL3 si on veut regarder trois symboles, LL4 si on peut regarder quatre symboles. Attention, c'est LLK, K étant une constante posée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas regarder autant de caractères que vous voulez en avant. Vous avez forcément une constante maximale au bout de laquelle regarder. Sinon, ce n'est pas une méthode L. Bien, j'ai parlé de récursivité à gauche. On va la définir formellement. Et puis, j'ai dit que la récursivité à gauche, c'était pas bien, parce que ça m'empêche de faire une table LL1 sans conflit. Eh bien, on va voir qu'on peut s'en passer. Donc, la récursivité à gauche, c'est une grammaire est dite récursive à gauche s'il existe un nom terminal A appartenant à N, tel que A peut se réécrire en un nombre au moins en plusieurs dérivations, en une ou plusieurs dérivations, d'une forme sententielle commençant par grand K. Oui. Alpha, on s'en fout. Oui, ça peut être epsilon, ça peut être très long, ça n'a aucune importance. Simplement, si alpha est epsilon, ça veut dire qu'on a des règles simples. Donc ça, c'est un cas qu'on connaît déjà. Donc dans le cas où ce ne sont pas des règles simples, on a récursivité à gauche si un symbole peut se réécrire en quelque chose qui commence par lui-même. Donc où on retrouve le A à gauche de la forme sententielle qui suit. Qui ne suit pas forcément immédiatement, ce n'est pas forcément direct. Ça peut se faire en autant de dérivations que vous voulez.
Petit théorème, toute grammaire hors contexte G admet une grammaire faiblement équivalente sans récursivité à gauche. Ce qui signifie que la récursivité à gauche, c'est nul et c'est pas utile. Alors, c'est pas totalement nul, c'est même plutôt très bien, parce que jusqu'à maintenant, on l'a utilisé et on en était très content. Hein. E donne E plus T, récursivité gauche, et ça nous allait bien comme grammaire. On ne pourra pas utiliser cette grammaire-là pour la méthode LL1, on sera obligé de passer par une autre grammaire sans la récursivité gauche. La bonne nouvelle étant qu'on sera capable de trouver cette grammaire sans récursivité gauche à partir d'une grammaire qui a des règles récursives à gauche. Oui. Faiblement équivalente, c'est qu'elle est différente dans ses règles, mais qu'elle produit le même langage. Une grammaire fortement équivalente serait une grammaire où toutes les règles peuvent être les mêmes à un nommage près. Donc, on va regarder l'algorithme qui permet de supprimer la récursivité à gauche, qui nous permet aussi de prouver le théorème que j'ai énoncé jusqu'avant, puisque c'est vrai parce qu'on sait faire, on a un algo. Donc, la suppression de la récursivité à gauche, il y a deux cas. Il y a le cas où elle est directe, puis le cas où elle est indirecte. Donc, le cas de la récursivité directe, c'est le cas où il existe une règle de la forme grand A se réécrit en grand A alpha. Exemple, E donne E plus T. Autre exemple, T donne T étoile F. Ce sont des règles de grammaire qui sont récursives à gauche. Cette grammaire-là a deux récursivités à gauche directes. Alors, on peut prendre l'ensemble des productions, les A-productions, ce sont les productions qui réécrivent le symbole A, et les mettre sous la forme générale qui est grand A se réécrit en grand A alpha ou bêta. Donc, on a séparé les règles qui sont récursives à gauche et les règles qui ne le sont pas. Bêta ne commence pas par grand A. Donc, on met d'un côté tous les éléments non récursifs à gauche, tous les éléments qui ne commencent pas par A, et de l'autre côté, tous les éléments qui commencent par A. Et on met A en facteur. Hein? Donc, si on a une règle qui est AB ou AC, ça nous fait A, B ou C. Une fois qu'on a mis ça, on peut avoir une idée du langage qui est généré par cette grammaire, par ce nom terminal-là. Le langage en question, c'est quoi? Rappelez-vous le lemme d'Ardennes. C'est exactement la même chose. Vous avez grand A est égal à A alpha plus bêta. Donc, le langage qui est décrit par cet ensemble de règles est exactement égal à bêta alpha étoile. D'accord? En faisant cette récursivité à gauche, vous accumulez les alphas tant que vous utilisez ces règles-là, et puis à un moment, vous vous débarrassez du grand A en transformant A en bêta. Donc, vous obtenez bêta alpha étoile. Vous n'obtenez rien d'autre. Une fois qu'on a vu ça, on peut se dire, il suffit de prendre une règle de grammaire qui produit le même langage, ou plutôt un ensemble de règles de grammaire qui produit le même langage, mais sans récurrence à gauche. Et ce n'est pas très compliqué. Plutôt que d'avoir une récursivité à gauche, qui fait que l'étoile qui est ici est réalisée par le fait que j'ai un symbole à gauche, eh bien, je vais réaliser l'étoile par un symbole à droite. Et pour ça, eh bien, je vais transformer mes règles de grammaire
de la manière suivante. Je vais dire grand A serait écrit en bêta A', A' étant un nouveau symbole, et A' serait écrit en alpha A' ou epsilon. On voit très vite que le A' décrit alpha étoile et que du coup, grand A décrit bien bêta alpha étoile. Et le tout avec une grammaire qui n'a plus de récursivité à gauche directe, puisqu'il ne pourrait y avoir de récursivité à gauche directe que si bêta commençait par A, ce qui n'est pas le cas par définition, et si alpha était vide, alpha pouvait se réduire en epsilon, là, ce n'est pas le cas, parce que sinon on serait dans une règle simple que l'on élimine différemment. Donc on a clairement obtenu ce qu'on voulait. Une version sans récurrence à gauche qui décrit le même langage. Ça, c'est le cas de la récursivité directe. Prenons un exemple. On a E donne E plus T. C'est bien quelque chose qui est de la forme générale. E donne E alpha j'ai alpha ici, ou bêta. Et donc, j'applique la recette qui m'a été donnée. Ça me permet d'écrire E serait écrit en bêta, c'est-à-dire T, suivi de E', et E' va se réécrire en alpha E' ou epsilon. Et voilà, c'est simple. Dans le cas où on n'est pas sur une récursivité directe, une récursivité gauche directe, eh bien, on va appliquer simplement une méthode à pivot de Gauss pour supprimer la récursivité gauche sur l'un des éléments de la chaîne qui montre une récurrence, puis on va réécrire les éléments suivants, et ainsi de suite jusqu'à éliminer la dernière récursivité à gauche. Ça se fait, alors j'ai écrit l'algorithme, vous l'avez dans le poly. J'ai écrit l'algorithme, vous aurez le temps de l'étudier. L'idée est relativement simple. Là, j'ai créé une récursivité gauche artificielle, indirecte. D'ailleurs, il y en a une directe. Donc, il y a deux types de récursivité à gauche. Il y a la récursivité à gauche directe que l'on voit ici, E donne E plus T. Et il y a une autre récursivité à gauche indirecte qui est que E se réécrit en T, qui se réécrit en F, qui se réécrit en E, point d'exclamation. Et donc, j'ai bien E qui se réécrit en quelque chose qui commence par E. Donc là, il s'agit d'une récursivité à gauche indirecte. Pour faire cette suppression-là, eh bien, je vais simplement démarrer. Alors, je prends l'ordre que je veux. Et je vais m'arranger pour supprimer la récursivité directe de l'élément que j'ai choisi, puis pour éviter que l'élément que j'ai choisi ne puisse retrouver une récursivité directe. On va faire ça. Par quoi je vais commencer là? On va commencer par F. En fait, ce qu'on va faire, c'est que F n'a pas de récursivité à gauche directe et on va
s'arranger pour que E ne se réécrive plus directement en F. Donc, on va obtenir E donne E plus T ou T. T donne T étoile F ou, et là, je ne mets plus F, je mets E ou A. Donc, ma première étape consiste à ne plus faire dépendre à gauche les éléments E et T, ne dépendent plus à gauche de F. F, évidemment, ne change pas. Je transforme la récursivité à gauche directe qui se trouve sur T, ici. Ça va me donner, donc en fait, si je regarde bien, ici j'ai alpha et ici j'ai bêta. Donc ça va me donner T se réécrit en E, point d'exclamation, étoile, pardon, T' ou A T' et T' se transforme en étoile F T' ou epsilon. OK? Une fois que j'ai ça, j'ai enlevé ces règles-là et je les ai transformées. Et j'obtiens ça. Et là, maintenant, je réécris E de manière à ce qu'il ne dépende plus directement à gauche de T. Donc, ça se fait en réécrivant E de la manière qui est E plus T, ou, et là, je n'utilise plus T, j'utilise E, point d'exclamation T', ou A, T'. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à supprimer la récursivité gauche directe que je vois maintenant sur E. OK? Je vous le laisse faire en exercice. Donc là, c'est la suppression d'une récursivité gauche directe. E plus T et E, point d'exclamation T'. Donc, on va le transformer en E alpha, alpha étant plus T ou point d'exclamation T'. Et bêta, c'est A T'. OK? Bien. On sait donc maintenant supprimer la récursivité à gauche et on va le faire. On le fera, oui d'ailleurs. Est-ce que, pardon, je dois, je le ferai plus tard, parce que j'en aurai besoin pour mes examens. Maintenant, il me faut faire l'étude statique de la grammaire avec dans l'idée de construire cette table LL. Et pour faire l'étude de la grammaire, je vais construire un certain nombre de choses. Je vais essayer d'apprendre un certain nombre de choses de cette grammaire. La première chose que je vais apprendre, c'est quels sont dans cette grammaire les symboles qui s'effacent. Ça, on sait déjà le calculer. On l'avait fait pour pouvoir nettoyer une grammaire. Donc ça, c'est un des ingrédients qui va m'être nécessaire pour mes calculs. Deuxième ingrédient, je veux être capable de construire les premiers, l'ensemble des premiers de gamma. Gamma étant un mot non terminal, une forme sententielle. Et les premiers de gamma, c'est l'ensemble des terminaux qui peuvent commencer un mot dérivé à partir de gamma. Donc, j'ai une forme sententielle. Est-ce que je suis capable de dire que cette forme sententielle va forcément commencer par un A? C'est ça l'enjeu.
je vais essayer de calculer les premiers, c'est-à-dire les premiers symboles terminaux qu'il peut y avoir à partir d'une forme sententielle quelconque. Et les suivants, c'est l'ensemble des terminaux qui peuvent suivre un symbole non terminal. C'est-à-dire, regardez là, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, vous voulez tous les terminaux qui peuvent arriver dans une forme sententielle quelconque après le grand A. Donc ça s'appelle premier et suivant et on comprend à peu près pourquoi. Premier, ce sont les premiers caractères qui peuvent démarrer une forme sententielle, enfin démarrer ce qu'on peut dériver à partir d'une forme sententielle, et les suivants, c'est ce qu'il peut y avoir après un symbole dans une forme sententielle. Pardon ? On peut faire étoile dérivation. On peut faire étoile dérivation. C'est la difficulté qu'il va y avoir pour ce calcul. Hein, il faudra acquérir cette connaissance-là en étudiant l'ensemble de la grammaire, puisque les règles vont pouvoir s'appliquer les unes après les autres. Comme il nous faut faire des prédictions, il faut qu'on se situe enfin, il faut qu'on normalise nos cas. Or, si vous regardez bien, l'ensemble des suivants, il va avoir un problème. Qu'est-ce qui peut suivre la source de la grammaire? Ben, après la source de la grammaire, il peut y avoir plus rien. Puisque après la source de la grammaire, c'est comme si vous étiez après le mot en entier. Qu'est-ce qu'il y a après le mot lorsque vous l'avez lu au complet? Il n'y a plus rien. Donc, pour normaliser les choses, on transforme un peu notre grammaire en disant, eh bien, on a une grammaire qui décrit un certain mot, on va matérialiser la fin de séquence, on va matérialiser la fin du mot par un symbole que je note en général $, en supposant que $ n'est pas un symbole du langage de départ, et je matérialise la fin de séquence de cette manière-là. Et comme ça, je suis capable de dire, ben, après la racine de ma grammaire, il peut y avoir la fin de séquence. Hein? Et c'est plus simple. On a normalisé les choses. Et pour faire ça, eh bien, du coup, on se donne, donc on transformera toujours notre grammaire en rajoutant S' serait écrit en S suivi de $, matérialisant la fin de la séquence. Et la grammaire, la question qu'on avait qui était est-ce que S serait écrit en W devient est-ce que S' serait écrit en $? On n'a pas changé le problème dans le fond. Bien, passons maintenant à comment on calcule ces éléments-là, ces ensembles-là. N epsilon, on sait le calculer. Donc, je ne vais pas le remontrer, vous le savez déjà. Premier de gamma se calcule en utilisant les propriétés des symboles premiers. Par définition, premier de epsilon, c'est l'ensemble vide. Puisque, à partir de la forme sententielle, je n'ai aucun symbole terminal qui peut démarrer un mot dérivé à partir de epsilon. Premier de A étant un terminal, ben c'est A. Je ne peux plus rien dériver, le mot c'est A, il commence par A, tout va bien. Et premier de x1 jusqu'à xn, donc une succession de symboles, quels qu'ils soient, un terminaux ou non terminaux, c'est la même chose que premier de x1 union premier de x2 xn si x1 peut s'effacer. Ou alors, premier de x1 et c'est tout, union ensemble vide, si x1 ne peut pas s'effacer. Ce n'est pas hyper compliqué à comprendre. Vous avez une forme sententielle de la forme x1, xn,
vous regardez par quoi peut commencer x1. Bah, tout ce qui peut démarrer un mot de x1 peut démarrer un mot de x1, xn. Et si x1 peut s'effacer, eh bien, les premiers caractères peuvent être générés par x2. Donc, il faut regarder les premiers de x2. Et si x2 peut s'effacer, les premiers caractères peuvent être générés par x3, et ainsi de suite. Donc, ces propriétés-là sont plutôt simples à voir. On précalcule l'ensemble des premiers, puisque les premiers, là, l'ensemble des premiers est calculé pour une forme sententielle, et on a une infinité de formes sententielles, donc on ne peut pas le faire statiquement. Mais on peut le faire statiquement pour les non-terminaux. Donc on précalcule l'ensemble des premiers pour les non-terminaux seuls, isolés. Et ça se fait avec un algorithme à point fixe dont le critère d'augmentation, c'est que pour chaque introduction de la forme A se réécrit en x1, xn, eh bien, les premiers de x1, xn vont être contenus dans le premier de A. Donc, on va rajouter au premier de A les premiers de x1, xn. Et on va calculer jusqu'à stabilité. OK? Les suivants, maintenant. Suivant est défini sur un nom terminal, pas sur une forme sententielle. Donc, c'est suivant de x qui nous intéresse. Il se calcule aussi par point fixe avec les propriétés suivantes qui sont, quand j'ai une règle de la forme grand X, alors c'est malheureux, je vais corriger un petit peu, c'est plus clair si on dit suivant de A ici. Donc les suivants de A se calculent en prenant les règles de la forme grand X se réécrit en alpha, grand A, bêta. Donc on voit que ici, le symbole qui nous intéresse, il est là, dans la partie droite. Donc, on prend les règles qui ont un grand A à droite. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir après grand A? Ben, il peut y avoir tous les premiers de bêta. Donc, tous les premiers de bêta sont des suivants de grand A. Et, donc ça, c'est la première manière de connaître des suivants de grand A. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est que, et si ce bêta-là, il peut s'effacer? Eh bien, après un grand A, qu'est-ce qu'on peut avoir? En imaginant que le bêta, hop, il est disparu. Hein, qu'il puisse s'effacer. Ça ne veut pas dire que vous avez le A tout seul à la fin de la règle. Hein. Ça veut dire que vous avez une succession de symboles qui appartiennent à n epsilon. Succession de symboles qui peuvent s'effacer. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il peut y avoir après le grand A? Eh bien, il peut y avoir ce qu'il y a après le grand X. Vous comprenez pourquoi? Visiblement, pas forcément. Alors, on le fait au ralenti. Si vous avez une forme sententielle qui contient un grand X, et puis suivi de quelque chose, un petit a par exemple, vous savez que petit a fait partie des suivants de grand X. Vous savez aussi, vu qu'il y a la règle de grammaire, X donne alpha, grand A, bêta, que la forme sententielle peut se dériver en alpha, grand A, bêta, A. Et donc, si ce bêta peut s'effacer, ben le petit a, il fait bien partie des suivants de grand A. Et ça, c'est ce qui est donné par cette règle-là. Donc, idem pour le calcul des suivants. Algorithme à point fixe avec deux règles d'expansation.
rien de vaut un exemple. Donc, prenons un exemple sur la grammaire des expressions que j'avais données tout à l'heure, sur laquelle j'ai enlevé la récurrence à gauche. Donc, vous pourrez enlever la récurrence gauche sur la grammaire des expressions et vérifier que vous obtenez effectivement ça. Donc, première étape, on rajoute la règle S serait écrit en E, donc on se donne une nouvelle source, et S serait écrit en E$, on matérialise la fin de séquence. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, eh bien, calculons l'ensemble des premiers et n epsilon. Donc j'ai deux parties dans la table qui va matérialiser ces ensembles. J'ai la partie qui est là, ça c'est l'ensemble des premiers. Et j'ai la partie qui est là, qui est le n epsilon. Donc je calcule deux choses en même temps. Donc je vais calculer les premiers. J'ai remis en dessous, en petit, les règles qui me permettent de calculer les premiers. Donc je prends mes règles les unes après les autres. La première règle, la règle 1, me dit E serait écrit en TE'. Donc si je regarde ce qui peut se passer, il me dit, l'algorithme à point fixe me dit, ah ben, si E serait écrit en TE', les premiers de T seront les premiers de E. Bon, il se trouve que les premiers de T, je ne les connais pas pour l'instant. Donc, je verrai plus tard quand je les connais. Deuxième règle, E' serait écrit en plus TE'. Donc, les premiers de T, de E', pardon, ce sont les premiers de plus TE'. Premier de plus TE', c'est premier de plus, c'est plus, puisque c'est un terminal, et plus ne s'efface pas, donc c'est tout. Donc déjà, le plus est un élément qui fait partie des premiers de E'. La deuxième règle, E' serait écrit, la troisième règle, pardon, E' serait écrit en epsilon, ne m'apporte aucune information. T serait écrit en ft', ne m'apporte pas d'information parce que je ne connais pas les premiers de f. T' serait écrit en étoile ft', ben ça me permet de savoir que au début de T', je peux avoir une étoile. Donc étoile fait partie des premiers de T'. T' non epsilon ne me donne rien. F serait écrit en parenthèse E, parenthèse, me permet de savoir qu'au début d'un mot de F, il peut y avoir une parenthèse. F serait écrit en A, me permet de savoir qu'au début d'un mot de A, il peut y avoir de F, il peut y avoir un A. Et pareil, au début de F, il peut y avoir un B. J'ai fait une première passe, je recommence, puisque j'ai modifié mon ensemble de premiers. Je vous rappelle, c'est un algorithme à point fixe. E serait écrit en TE'. T, j'ai toujours aucun élément à l'intérieur des premiers de T, ça ne m'avance à rien. J'ai déjà exploité la règle 2 qui ne m'apportera rien de plus. La règle 3 ne m'apportera rien de plus. La règle 4 me dit les premiers de T, c'est les premiers de F. Ou plutôt, les premiers de T contiennent les premiers de F. Donc, je prends tous les premiers que je connais sur F et je les reporte sur T. Et je continue. La cinquième règle ne me donne rien, la sixième non plus, la septième ne m'apporte rien de plus, la huitième et la neuvième non plus. J'ai modifié mon ensemble, je recommence. Et là, la règle 1 me permet de savoir que dans les premiers de E,
il y a les premiers de t, donc je les rajoute. Et d'ailleurs, j'ai oublié un truc, bon, je le ferai après. Et c'est tout. Autre chose que j'ai oublié de faire, c'est qu'il faut calculer n epsilon. Première étape, la règle 3 me permet de dire que E' s'efface. Deuxième étape, première étape même, la règle 6 me permet de dire que T' s'efface. Et dans les étapes suivantes, j'ai rien d'autre qui s'efface. Donc, en général, on fait tout en même temps. OK? Je sais maintenant que un mot E ne peut commencer que par A, B ou parenthèse. Étonnamment, vous le saviez déjà. Mais un ordinateur peut le savoir aussi. Cette connaissance qu'on acquiert empiriquement, il existe un algorithme permettant de le savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre expression commence par plus, c'est même pas la peine de lire plus loin. Ce n'est pas un mot du langage, puisque plus ne fait pas partie des premiers de E. Pareil si vous avez étoile. Et de la même manière, on peut savoir que epsilon n'appartient pas au langage. Une toute petite remarque en passant, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais je n'ai pas calculé les premiers de S. Tout simplement parce que je m'en fous. S ne me servira pas dans la suite. S ne me sert que pour une chose, c'est pour avoir un dollar et savoir qu'il peut y avoir un dollar après le E. Okay? Il ne sert qu'à ça. Donc, je ne calcule pas les premiers de S. Et d'ailleurs, vous remarquerez que du coup, il n'y a pas de dollar dans les symboles que j'ai mis sur la table des premiers. Dollar ne peut pas être un premier de quoi que ce soit dans les non terminaux qui m'intéressent. Bien, on vérifie que j'avais juste. Bon, ben ça va, je suis cohérent avec moi-même. J'ai calculé la même chose que le résultat que j'avais déjà calculé avant. On passe maintenant au suivant. Le calcul des suivants se fait de la manière suivante. Je vous ai mis les deux règles qui permettent de calculer les suivants par algorithme du point fixe. Première chose, quand vous avez une règle où A est suivi par bêta, les premiers de bêta appartiennent au suivant. C'est pour ça qu'on calcule les premiers en premier et les suivants après. Et puis si bêta s'efface, s'il appartient à n epsilon, alors les suivants de A vont hériter des suivants de X. Et c'est parti. Pour calculer les suivants, je regarde la règle, je regarde pour les suivants de E, à quel endroit E se trouve à droite d'une règle. Eh bien, il se trouve à droite de la règle 0, puisqu'il est E dollar. Ça veut dire que j'ai un dollar qui peut suivre E. Je n'ai pas de E ailleurs. Si, j'ai un E là, dans la règle 7. Et après le E, j'ai une parenthèse fermante. Donc E, déjà, je peux calculer une première ensemble de suivants. Je prends E'. Dans la règle 1, E' apparaît à droite et il est suivi de rien du tout. Ce qui signifie qu'il va hériter des suivants de E. Donc, il hérite des suivants de E. Sur la règle 2, E' est à droite aussi et il hérite des suivants de lui-même. Ça ne nous aide pas trop.
Sur la règle 3, il n'y a rien à droite. Est-ce que j'ai des E' ailleurs? Je n'en ai pas. Je cherche les T maintenant qui sont à droite des règles. Donc, où est-ce que j'ai T qui apparaît à droite? Ben, j'ai T E' dans la règle 1. Donc, les premiers de E' sont des suivants de T. C'était quoi les premiers de E'? Pour reprendre le tableau précédent, de mémoire, les premiers de E', c'était le plus. Alors, on est en train de faire le T là. Donc, c'était le plus. Et c'est tout. Okay. Ensuite, j'ai un T dans la règle 2, mais il est suivi de E' aussi, donc c'est exactement la même chose que ça me donne. Je n'ai pas d'autre T à droite. Je passe au suivant. T' va hériter, regardez la règle 4, T' apparaît à droite, tout à droite, donc il hérite des suivants de T. Il apparaît où ailleurs? Il n'apparaît pas. Si je suis sur T', il apparaît avec les suivants de T', ben, il hérite de lui-même, ça n'apporte rien. Je passe à F. Où est-ce que F apparaît à droite? Il apparaît dans la règle 4. Donc, il peut être suivi des premiers de T'. Donc, il peut être suivi d'un plus. Et il apparaît dans la règle 5. Il peut être suivi des... alors, attendez, je suis en train de dire des bêtises. Étoile F, T', étoile F. Oui, c'est ça. Étoile F, T'. Donc, il peut avoir le plus comme élément suivant. Sauf que j'ai oublié un truc, c'est que T', dans les premiers de T', il hérite d'abord des premiers de T', et dans les premiers de T', il y a l'étoile. Puis, oui, il faut y avoir... Bien, je vais essayer d'accélérer parce qu'on est en train de dépasser le temps. Le résultat est le suivant. Vous pourrez le vérifier ensuite. Mais je veux qu'on puisse faire la partie directeur, sinon vous ne pourrez pas conclure. Donc, le calcul de la table LL1 va se faire de la manière suivante. On va calculer un ensemble, un dernier ensemble, qui s'appelle l'ensemble des directeurs. Et les directeurs sont définis pour chaque règle. Et l'ensemble des directeurs, c'est l'ensemble des terminaux qui peuvent apparaître en début de mot au moment où on fait la prédiction correspondant à cette règle-là. Donc, en gros, les directeurs sont les symboles qui nous permettent de prédire cette règle-là. Quels sont les symboles qu'on a en début de mot qui nous permettent de prédire cette règle-là? Ce n'est pas compliqué à calculer. Les directeurs de A vers alpha, c'est les premiers de alpha, point suivant de A. Il suffit de faire le calcul et ce n'est pas bien compliqué. Une fois qu'on connaît ces directeurs-là, on a tout réglé. Le calcul de la table est extrêmement simple. On construit une table sur n croix t qui contient les prédictions valides pour chaque cellule. Et on va rajouter la règle A vers alpha dans la table LL1 à la ligne A, colonne petit a, si et seulement si petit a appartient au directeur de grand A vers alpha. La grammaire sera à LL1 si et seulement si la table n'a pas de conflit. On prend le temps d'un petit exemple. Ce n'est pas hyper compliqué. C'est toujours le même exemple. La table LL1, je la calcule à partir de la grammaire, des premiers et des suivants que j'ai calculés jusqu'à maintenant. Et je calcule
les directeurs de la règle 0. La règle 0, c'est S donne grand E $. Les directeurs, c'est premier de grand E $. Donc, premier de grand E, les premiers de grand E, c'est petit a, petit b, et parenthèse ouvrante. Donc, je peux utiliser la règle 0 si j'ai un petit a, si j'ai un petit b, si j'ai une parenthèse ouvrante. Le E, donc règle E donne T, E', c'est la règle 1, eh bien ça va être bon sur les premiers de T. Les premiers de T, je les ai, c'est A, B et C. Donc la règle 1 va s'appliquer pour A, B et la parenthèse ouvrante. La règle 2, c'est une règle qui réécrit E'. Elle est prédictible si on a un plus, puisque c'est le premier symbole qu'il y a dans plus T, E'. Donc sur un plus, je vais avoir la règle 2. Et la règle 3 de E', elle sera prédictible sur les premiers de epsilon. Bon, là, j'ai rien. Et les suivants de E'. Donc, les suivants de E', c'est quoi? Je vais dans ma table des suivants. Et les suivants de E', c'est la parenthèse fermante et le $. Donc, la règle 3, elle va être prédite ici. Et je continue ainsi. La règle 4 peut être prédite sur les premiers de F. Et les premiers de F, c'est A, B et la parenthèse ouvrante. La règle 5 peut être prédite sur l'étoile. La règle 6 peut être prédite sur les suivants de T'. Et les suivants de T', c'est le plus, l'étoile et la parenthèse fermante et le $. Donc, les suivants de T', c'est le plus, la parenthèse fermante. Donc, je suis sur la règle 6 plus parenthèse fermante et $. Et enfin, F, la règle 7 sera utilisée quand j'ai une parenthèse, la règle 8 quand j'ai un A et la règle 9 quand j'ai un B. Cette table n'a aucun conflit. Une fois que j'ai écrit cette table-là, mon analyse va être extrêmement simple. Donc, j'ai bien le bon résultat. Eh bien, bonsoir, je reprends ici la fin du cours où par erreur j'avais préparé une trace avec une mauvaise grammaire. Et nous allons voir cette trace tout de suite afin de terminer ce cours correctement. Nous avons donc calculé la table LL1 pour la grammaire que j'ai redonnée sur ce transparent. Et nous allons maintenant faire la trace telle qu'elle nous est possible, cette fois-ci guidée par la table LR. Donc, à la première étape, nous avons toujours S dans la pile, le mot à reconnaître dans la bande d'entrée. Et la première question que nous allons poser à notre oracle, c'est est-ce que S avec S et A, quelle est la prédiction à faire? Sur la table, nous voyons que cette prédiction consiste à prédire la règle 0. Ce qui n'est pas une surprise pour S qui ne compte qu'une seule règle. Donc, cette règle, c'est la règle S donne E$, et ça nous donne donc le premier pas de cette trace. Nous demandons ensuite à notre oracle, basé sur la table LL1, quelle est la prédiction à avoir pour E lorsqu'on a un A en début de mot. Cette prédiction, la table nous la donne. Pour E avec A en début de mot, il s'agit de la règle 1. La règle 1 transforme E en TE'. C'est ce que nous faisons donc à l'étape suivante.
nous demandons à la table que doit-on prédire lorsqu'on a T et A, et la table nous répond il faut prédire la règle 4 et nous transformons le T en F T'. Nous sommes maintenant dans le cas où nous avons F en sommet de pile, nous avons A en début de mot. Quelle est la prédiction? La table nous la donne. Il faut faire la prédiction 8, ce que nous faisons maintenant. La prédiction 8 a transformé le F en A et nous pouvons continuer ainsi la trace de manière assez simple. La lecture se fait. Au sommet, nous avons T'. Nous avons un plus et nous nous tournons vers la table pour savoir quelle est la prédiction à faire dans ce cas-là. Avec T' et plus, la table nous dit il faut prédire la règle 6. La règle 6 consiste à effacer le T'. C'est ce que nous faisons ici. Nous nous retrouvons donc avec E' en sommet de pile. Ici, avec un plus en début de mot. Et la table, une fois sollicitée, nous dit il faut utiliser la règle 2. Règle 2 qui consiste à transformer E' en plus T'. C'est ce que nous faisons. L'étape suivante est une lecture. Et l'étape d'après consiste à demander à la table que faire lorsque nous avons T avec un B. La table nous dit, avec un B, lorsque nous avons T, nous prédisons la règle 4. Règle 4 qui transforme T en F'. On se retrouve donc avec F en sommet de pile, un B en début de mot, et la table nous dit, avec F et B, utilisez la règle 9, ce que nous faisons. Une lecture plus tard, nous nous retrouvons avec T' et étoile. T' et étoile nous dit, utilise la règle 5. Le reste se fait toujours de la même manière. À chaque transition où il y a un non-terminal en sommet de pile, on se tourne vers la table qui nous dit quelle est la prédiction correcte à faire. Les lectures ne posent jamais problème et nous arrivons à une trace qui permet de vider la pile en ayant lu l'ensemble du mot. Le mot est donc accepté par cet automate. Et si on regarde bien la trace de cet automate, il est possible de reconstruire l'arbre dans cette grammaire pour ce mot. Merci, au revoir.